Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment les concepts de base de classe, d'objets et des constructeurs permettent de structurer un programme en module logique et réutilisable. Alors, bienvenue. Nous avons déjà vu dans les cours précédents qu'une classe est comme un plan. Donc, une classe, c'est un moule ou bien un plan, tandis qu'un objet est une instance concrète de cette classe. Par exemple, une classe voiture définit les caractéristiques générales et une voiture précise comme ma voiture, ta voiture, sa voiture, etc. Donc, c'est un objet concret. En fait, un objet, c'est une instance ou bien un exemplaire construit dynamiquement sur le modèle que décrit cette classe. Alors, les constructeurs sont des méthodes spéciales qui permettent de créer et d'initialiser un objet. Ils portent sur le même nom que la classe concernée et n'ont pas de type de retour. Alors, à noter que le constructeur se caractérise par deux points essentiels. Donc, il a le même nom que celui de sa classe et il n'a pas de type de retour, même pas le mot-clé void. Donc, si le développeur ne définit aucun constructeur explicitement, alors un constructeur par défaut est créé automatiquement qui est le constructeur implicite ou bien le constructeur par défaut. Ce compilateur ou bien ce constructeur va être créé automatiquement par Java. Prenons cet exemple. Alors, dans la classe point, nous avons défini les coordonnées x et y. Donc, un point est défini par x et y. Nous avons défini également une méthode qui s'appelle move. Donc, cette méthode permet de déplacer un point et la deuxième méthode, c'est la méthode afficher ou bien display pour afficher l'état d'un point. Et comme vous le voyez, on n'a pas ici encore créé un constructeur. Donc, selon vous, est-ce qu'on peut créer un objet de cette classe? Alors, la réponse est bien oui. Pourquoi? Car Java fournit ce qu'on appelle un constructeur implicite ou celui par défaut, qui permet de créer un objet nul. Ça veut dire que ces valeurs sont initialisées à nul pour les chaînes de caractères et à 0 pour les numériques. Alors, il faut faire la différence entre le constructeur implicite et le constructeur explicite. Alors, le constructeur implicite est généré automatiquement par Java lorsque aucun constructeur n'est défini par le programmeur. Par contre, le constructeur explicite est celui que nous avons créé. Donc, c'est un constructeur c'est un constructeur explicite qui va être défini par le développeur lui-même. Prenons maintenant cet exemple où nous avons défini notre propre constructeur. Donc, c'est un constructeur explicite. Parce qu'il a été défini par le programmeur, dans ce cas-là, ou bien le constructeur, par défaut, ici, il n'existe pas. Alors, comme vous le constatez ici, donc, le constructeur, c'est une méthode spéciale qui prend obligatoirement le même nom de la classe, point. Donc, on respecte même la première lettre qui est en majuscule. Et qui n'a pas de type de retour. Donc, on n'a même pas le mot-clé void. Donc, il n'y a pas de type de retour dans les constructeurs. C'est pour cela qu'on dit un constructeur, c'est une méthode spéciale.
et elle possède bien sûr des arguments qui servent à initialiser les arguments, donc à créer l'objet lui-même. Il faut comprendre aussi que Java ne génère pas le constructeur par défaut si la classe contient déjà au moins un constructeur explicite ou bien un constructeur défini par le programmeur. Dans ce cas, il faut le définir manuellement si on a besoin d'un constructeur pour la création des objets nuls. Aussi, à noter qu'une classe peut contenir plusieurs constructeurs. Alors, chacun ayant ses paramètres différents, bien sûr, pour faire la différence entre un constructeur et l'autre. Parce que si on a une classe qui contient plusieurs constructeurs, il faut savoir que cet ensemble de constructeurs, on doit utiliser le même nom ça veut dire pour chaque constructeur, on va utiliser le même nom de cette classe. Donc, si nous avons la classe point et nous allons créer par exemple 3 constructeurs, donc nous avons 3 constructeurs qui s'appellent point. Alors, la différence entre ces constructeurs, c'est bien le nombre d'arguments de chaque constructeur. Ce qu'on appelle la surcharge des méthodes. Et on va voir plus de détails dans les cours qui suivent sur ce point de la surcharge. Alors, pour créer un objet, on utilise le mot-clé new. Alors, new, c'est un opérateur qui permet de créer des objets. Prenons cet exemple. Alors, pour créer un objet, on déclare un objet de type point comme suit. Donc, A, c'est un objet qui a été déclaré et qui est de type point. Donc, à ce moment-là, nous avons que déclaré l'objet. On n'a pas encore créé l'objet. Alors, pour pouvoir créer un objet, on va ajouter égal ou bien reçoit. Reçoit quoi? Reçoit le mot-clé new qui suit par l'un des constructeurs. Donc, pour nous, on a le constructeur par défaut. Donc, la question qui se pose, est-ce que cette déclaration et création de l'objet A est correcte ou non? Alors, la réponse est bien que non. Pourquoi? Car nous avons défini ici un constructeur explicite et donc celui de constructeur implicite n'existe pas. Donc, comme nous avons déclaré ou bien défini un constructeur explicite, donc le constructeur par défaut n'existe pas. Par contre, dans cet exemple, nous pouvons créer un objet nul par le constructeur nul car il a été défini explicitement dans cette classe point. Donc, dans cette classe, nous avons défini explicitement, ça veut dire en plus de constructeur explicite, nous avons redéfini le constructeur implicite. Donc, dans ce cas-là, nous pouvons l'utiliser. Alors, il faut faire la différence entre la déclaration et la création d'un objet. Alors, l'objet doit être créé avant ça, ou bien l'objet doit être déclaré avant sa création. Donc, on peut soit déclarer l'objet dans une ligne à part, ensuite ce P1 reçoit new, sinon on écrit dans une seule ligne, donc nous avons point P1 reçoit new point 00. Ça veut dire dans ce cas-là, au moment de la déclaration, nous avons seulement déclaré, bien nous avons seulement la déclaration de cet objet P1. Donc, on n'a pas affecté un espace mémoire à P1. Par contre, au moment de la création, ici, nous avons affecté un espace mémoire pour l'objet P1 qui reçoit les valeurs 0, 0 respectivement.
Alors, les attributs d'un objet représentent son état et les méthodes représentent ses comportements. Alors, on accède à un attribut ou bien à une méthode avec l'opérateur point, comme objet.attribut et objet.méthode. Pour les méthodes statiques, donc une méthode statique appartient à la classe concernée et non pas à l'objet de cette classe-là. Ça veut dire les méthodes statiques, qui s'appellent aussi les méthodes de classe, désignent les méthodes dont les actions concernent la classe entière et non pas un objet particulier. De même, l'accès à ces méthodes ne nécessite pas la création d'un objet de la classe, car on peut appeler directement la méthode à travers le nom de la classe directement. Donc, on n'a pas besoin d'instancier cette classe pour invoquer la méthode statique. Alors, prenons cet exemple, par exemple, point.staticMethod. Donc, comme il s'agit d'une méthode statique, ça veut dire cette méthode, elle a été déclarée comme une méthode ou bien elle a été définie comme une méthode statique. Donc, c'est une méthode de classe et donc, nous pouvons invoquer cette méthode par le nom de la classe directement, qui est point. Et ce n'est pas la peine de déclarer un objet qui s'appelle P1 pour invoquer cette méthode. Pourquoi? Parce que cette méthode, elle a été définie comme étant une méthode statique dans la classe point. Alors, pour afficher un message sur écran, on doit utiliser system.out.println. Alors, qu'est-ce que ça veut dire system et out et println? Alors, system, c'est une classe, sachant que out est un flux de sortie statique, c'est-à-dire c'est une variable de type printStream déclarée dans la classe système en tant que variable statique. C'est pour cela on peut accéder à la variable statique directement par le nom de la classe système. Et println, c'est une méthode qui affiche un texte sur écran. Alors, l'appel system.out.println combine donc ces trois composants pour pouvoir afficher un message sur écran. Pour les packages, donc un package regroupe plusieurs classes liées logiquement. Il permet de faciliter l'organisation et évite les conflits de noms. Donc un package doit être déclaré comme suit. Alors, un package représente un dossier. Donc, comme vous le savez, donc une classe se représente par un fichier avec extension .java. Donc, une classe Java se représente par un fichier avec extension .java. Sachant qu'un package représente par un dossier. Donc, dans un package, on peut trouver plusieurs classes. De même, dans un dossier, on peut trouver plusieurs fichiers. Et dans un projet Java, nous pouvons trouver autant de packages, où chaque package contient autant de classes. Alors, par exemple, par exemple, ici, nous avons java.lang, par exemple. Donc, fournit les classes de base essentielles au langage Java. Ça veut dire que c'est un package qui contient les classes de base de Java. Par exemple, javax.swing contient les composants ou bien les classes qui permettent la création des applications graphiques. Par contre, java.input.output permet de représenter le flux d'entrée et de sortie. Alors, en résumé, nous avons vu comment les classes, objets et constructeurs forment la base de la programmation orientée objet en Java. Ces notions sont essentielles pour concevoir des programmes modulaires et évolutifs. Je vous remercie pour votre attention.